Salut à toutes, salut à tous chers auditeurs. Alors un petit message pour vous prévenir que l'émission que vous allez entendre a été enregistrée au mois de décembre 2020. Il y a bientôt plus de 6 mois par rapport à la date de sortie. C'est dû bien sûr à la fermeture des cinémas due à la crise sanitaire actuelle. Et donc, vu que le cinéma rouvre, on peut enfin vous proposer cette critique dont le format a été un petit peu différent d'habitude. Donc, petit message pour vous prévenir, mais tout va bien. Bonne émission à vous. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient encore en formule confinée, cette fois-ci pour une critique d'animé, et c'est avec Karel que l'on est pour cette critique. Comment vas-tu Karel ? Bah écoute, confiné, déconfiné, je sais plus. Franchement là je sais plus. On sait plus vraiment où on en est. Ouais. On comprend pas grand chose. On espère juste que les cinémas seront ouverts la semaine prochaine, car il va y être projeté un film, ma foi, qui gagne à y être vu. Tout à fait, on est également avec Charlie. Comment vas-tu Charlie ? Eh bien, ça va très bien. Super. On est également avec Cédric. Comment vas-tu Cédric ? Bah écoutez, moi j'ai acheté des nemchou et du gnocchmam au magasin chinois, alors je suis très heureux. Tout va bien pour toi visiblement alors. Ah ouais, ça va être la fête dans mon estomac dans pas longtemps. Nous voilà donc réunis tous les quatre pour parler du film Violet Evergarden. Je vous rappelle que cette critique va être exceptionnellement composée de spoilers, donc vous voilà prévenus. Je rappelle également que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Twitch et Twitter et échanger avec nous sur Discord. C'est parti pour la critique. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors du coup Karel, avant de se lancer dans ta critique, il nous faudrait peut-être un peu de contexte sur qu'est-ce que Violet Evergarden. Du coup, tu vas pouvoir nous expliquer un peu le début de tout ça, quoi. Oui, alors Violet Evergarden, je vais être assez concis, c'est une série de light novel scénarisée par Kana Akatsuki et dessinée par Akiko Takase, éditée par Kyoto Animation, donc studio d'animation japonais assez réputé, sous son label Kei Esuma Bunko. Donc c'est un label de light novel et de publication papier. La série a été lauréate des 3 grands prix du Kyoto Animation Award, qui récompense du coup les meilleures propositions pour des nouvelles œuvres. Donc il a été décoré dans les catégories roman, scénario, manga, ce qui était une première, ce qui a donné lieu du coup à l'adaptation de Violet Evergarden en série animée en 2018, donc qui est disponible chez nous sur Netflix. On a également eu un premier film qui est sorti au cinéma au début de l'année grâce à Eurozoom, une compilation de 2 histoires originales qui était issue d'un recueil d'histoires annexes. Et aujourd'hui, on va parler donc du deuxième film, qui est donc la fin de l'intrigue principale initiée par la série et qui est toujours distribué par Eurozoom, que nous saluons. Pour ce qui est du scénario, Violet Evergarden, on vous fait le pitch rapidement, elle a perdu ses 2 bras pendant la guerre et elle est devenue poupée de souvenirs automatique. Ça veut dire qu'en gros, elle est dactylo ou scribe pour aider les gens à écrire leurs lettres. Et même si elle s'épanouit dans son nouveau travail, et ce malgré l'aide de son entourage, elle n'arrive toujours pas à oublier bien son supérieur au front, le major Gilbert, qu'elle avait laissé pour mort et qui lui avait dit, avant de disparaître, « Je t'aime ». Et donc toute la série c'était qu'est-ce que ça veut dire je t'aime, quelle place est-ce que ces mots peuvent prendre dans ma vie. Et donc le film commence, en tout cas l'action du film démarre à partir du moment où elle part aider un jeune garçon qui est atteint d'une maladie incurable, tandis que le bureau de poste reçoit un mystérieux courrier. Alors Karel, du coup, en tant que grand amateur des productions de Kyoto Animation, tu avais apprécié le premier film qui était sorti en début d'année. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci, justement ? Déjà, il faut dire que malgré le drame qui a frappé le studio en pleine production du film, ça a été assez difficile, on va revenir dessus en détail peut-être lors de la reprise. Kyoto Animation, KyoAni de son petit nom, est décidément mûr pour le long métrage à ambition cinématographique, je l'avais déjà dit sur le premier film, mais là le format long fait énormément de bien à Violet Evergarden. Je trouvais que la série épisodique emprisonnait l'émotion dans une mécanique narrative un peu répétitive et prévisible. Ça, à chaque fois, il faut que ça tienne dans 25 minutes. Et là, le format long libère vraiment la mise en scène et permet de poser des atmosphères pour suggérer davantage de choses. Techniquement, ça prend sa forme dans des graphismes détaillés qui ne sacrifient rien à la fluidité du mouvement. On a certains plans qui sont plus rigides que d'autres, mais il n'y a rien de vraiment choquant. On a un vrai travail sur les reflets dans les yeux, avec le parallèle entre la pierre et les yeux de Gilbert notamment. On a une incrustation de la CGI, donc de l'imagerie numérique dans les décors, qui est couplée à une vraie maîtrise du volume dans le dessin 2D, et ça permet un vrai usage naturel de la profondeur qui s'avérera porteur de sens dans la mise en scène. J'y reviendrai tout à l'heure. La bande son d'Evan Cole accompagne bien l'action, elle est peut-être un peu plus présente que dans le premier film, sans doute aussi pour se rapprocher davantage de la série. Les comédiens et comédiennes de doublage sont hyper convaincants, ils savent nous émouvoir, d'autant que les visages sont extrêmement expressifs. Donc là-dessus, sur le plan de l'interprétation, on est au plus près, vous pouvez pas faire mieux. Donc le film, globalement, il cultive tout ce qui a pu faire la qualité du précédent sur le plan technique, d'autant que l'écriture correspond davantage à ce qu'on pourrait attendre d'une narration strictement cinématographique. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs focalisations, plusieurs temporalités qui sont entremêlées par un montage qui sert des charnières thématiques cohérentes. Et donc c'est pas un chapitrage explicite entre 2 histoires qui sont racontées de manière linéaire, comme c'était le cas dans le film précédent. Malheureusement, le résultat
à mon sens, je l'ai trouvé un peu laborieux, pour 2 raisons. La première, c'est que l'exposition est quand même très longue. On a un récap des événements qui sont importants de la série. C'est utile si on ne l'a pas regardé. Je pense que Charlie ne me contredira pas là-dessus. Mais ça alourdit considérablement le métrage, dont l'intrigue démarre du coup réellement au bout de 30-40 minutes. Ajoutons à cela que le film dure quand même 2h20. Donc c'est un énorme pavé. En plus, on a de nombreuses réutilisations de plans, dont certains sont directement tirés de la série, ce qui donne parfois un côté un peu tautologique à certaines séquences, qui auraient pu être, à mon avis, tout aussi émouvantes, voire plus, sans ces renvois explicites. Donc on devine évidemment qu'au vu du sujet, le deuil, qu'au vu de l'attentat dont le studio a été victime l'été dernier, et en plus aggravé par le report de 5 mois du fait du Covid, le film a été très difficile à terminer, et donc ce sont des menus défauts dans la structure de la narration que je serais prêt à excuser. D'accord, donc on comprend que le film multiplie les renvois à la série, notamment avec cette intro de, tu dis, entre 30 et 40 minutes, pour les gens qui ont déjà vu la série, ça fait peut-être un petit peu lourd. Mais du coup, est-ce que tu penses que ce second film est une bonne conclusion à la série Violet Evergarden ou pas ? Il faut déjà lui reconnaître que c'est une synthèse particulièrement exhaustive de tout ce qu'on avait pu voir dans la série, mais aussi dans le premier film, qui esquissait déjà la disparition du courrier avec l'arrivée du téléphone, et doublé du coup d'une vraie conclusion, cette fois pour l'arc de Violet, qui était laissé en suspens à la fin de l'épisode 13. La mort planait sur la série, très clairement. L'idée c'était de comment tu portes un deuil et comment est-ce que tu peux avancer. Elle est ici omniprésente. On va avoir la mort qui va voler au-dessus de 3 arcs en parallèle. Tout d'abord l'ouverture sur une jeune fille qui découvre les lettres posthumes que sa grand-mère a laissées à sa mère. Violet qui porte le deuil du Major Gilbert mais qui continue de lui écrire en espérant le retrouver un jour, et Ulysse qui est un jeune garçon qui est atteint d'une maladie incurable et qui souhaite adresser des lettres posthumes à ses proches. Donc ça va être un peu le lien thématique de ces 3 arcs. On va voir donc le remplacement du courrier par le téléphone, qui est ici abordé de façon très frontale, avec cette idée, alors moi je l'ai perçu comme ça, que cette fois on va avoir une vraie confrontation entre 2 modes de communication pour traduire la fin d'une époque et le début d'une autre, avec d'un côté la lettre qui permet de s'adresser à des gens par-delà la mort, et le téléphone qui permet d'avoir une correspondance directe, donc ça répond à une urgence, mais c'est une correspondance qui reste prisonnière d'un instant. C'est-à-dire qu'on a une immédiateté, mais malheureusement, il n'en restera qu'un souvenir fugace, ou au pire, un sentiment d'inachevé, et c'est ce que le film va rappeler très cruellement au détour d'une scène centrée sur le personnage d'Ulysse, dont je vous laisse la surprise. Au contraire, on va avoir des lettres qui vont traverser les époques, et qui vont survivre à l'épreuve du temps, précisément parce qu'on ancre les sentiments dans une matérialité. Et on va avoir cette idée véhiculée par la mise en scène, justement, avec des plans de feuilles de papier qui vont voler dans la profondeur du champ, d'où la remarque sur l'incrustation du numérique que j'ai faite tout à l'heure, et du coup qui vont accompagner des ellipses. Si je pouvais schématiser, les interactions orales se pensent à l'échelle d'une scène, et les correspondances écrites se pensent à l'échelle du film. Et t'as vraiment ce télescopage entre deux modes de communication qui est plutôt intéressant. Ajoutons enfin que y a une vraie note d'intention sur la valeur des correspondances écrites, de par le carton introductif du film, qui est une formule de politesse, qui dit littéralement du fond du cœur, qui à mon sens achève d'ancrer l'idée que la lettre, l'écriture, permet de donner une intemporalité au sentiment. Et puis on devine également que ce carton a été adressé aux équipes du film qui n'ont pas pu le terminer. Alors, tu mettais en avant le concept de mort, qui n'a visiblement pourtant pas le dernier mot, et c'est bien là que le film risque de diviser, j'ai cru comprendre. Alors là, attention, on va spoiler comme des gros porcs. Alors c'est du spoil, relatif, étant donné que ce dont on va parler est présent sur l'affiche et dans les trailers. Mais la série se terminait sur un monologue qu'on pouvait penser allégorique, sur la présence ou non d'un certain personnage, et le film offre une conclusion très littérale qui va déplaire à toute une frange du public, à mon avis en tout cas, car aussi vrai que Vidocq est mort, Gilbert est vivant, voilà. Donc Violet et Gilbert vont donc être réunis à la fin du film, ce qui peut apporter une fin satisfaisante pour le personnage, mais pourra laisser une partie du public sur le carreau, là où la série pouvait nous laisser justement quelque chose de très ouvert. Alors justement, on en a discuté en off, j'ai revu la fin de la série, j'ai revu le film une deuxième fois pour être sûr de ne pas commettre un contresens, et effectivement, je pense quand même que on pouvait, au vu de la fin de la série, avoir une lecture très différente de l'arc de Violet Evergarden que le film vient contredire, et c'est là justement que certaines personnes vont peut-être se sentir lésées. On pouvait comprendre à la fin de la série que Violet, après avoir rencontré la mère de Gilbert, pouvait avancer dans sa vie avec l'espoir de le revoir, mais surtout pouvait avancer dans sa vie en ayant fait son deuil en fait, parce que l'idée c'est que Violet a perdu ses bras au front et en a fait autre chose avec ses prothèses et s'est accompli à travers une vocation, et donc cette quête du je t'aime lui permettait surtout de surmonter un passé traumatique pour en garder le meilleur et faire sa vie, c'est-à-dire définir ce que aimer signifie pour elle et pour les autres,
justement parce qu'elle écrit les sentiments des autres en écrivant des lettres, mais aussi qui est ce je qui parle quand elle dit je, quand viendra son tour de dire je, et pas de dire je à la place des autres. Et cette quête du je t'aime, à mon avis, permettait à Violette de se reconnecter à elle-même et à une forme d'universalité, justement par l'exercice de l'empathie, qui est son cœur de métier, mais aussi du lyrisme propre à l'écriture, en fait. Et ce retour dans les bras de Gilbert casse cette dynamique, et d'après moi, une fois encore, ça se réduit désormais à l'assouvissement d'un fantasme du moi aussi, ce qui est un peu dommage. Du coup, on quitte un récit de deuil et de reconstruction pour entrer dans un récit d'amour perdu et retrouvé, qui est peut-être plus convenu, plus classique, mais aussi peut-être plus en accord avec la veine ouvertement mélodramatique de la série. Alors quand même, c'est une conclusion qui trouve son sens à l'échelle du film et de la série, notamment si on devait achever le parallèle avec la mort des correspondances écrites qui sont remplacées par le téléphone, on pourrait voir la série comme, un espèce de sas transitoire entre le monde des morts qui était celui de la guerre, et celui des vivants que Violet va retrouver dans les bras de Gilbert, en fait. Et donc cette idée que, en écrivant, Violet va avoir un certain apprentissage de la distance par le deuil, en vivant sa vie peut-être par procuration, mais ce qui va lui permettre de se reconstruire, là où le film va lui rappeler la nécessité de réapprendre la proximité et l'instantané pour vivre sa vie propre, et arrêter de vivre celle, peut-être celle des autres. En conclusion, je dirais que le film, ça reste quand même un miracle, hein. C'est très clairement, quand on voit les conditions dans lesquelles il a dû se terminer, c'est un film miraculé, hein, là-dessus, donc il faut au moins saluer ça, hein. La maîtrise formelle est évidente, l'interprétation est hyper convaincante, le final synthétise vraiment toutes les thématiques de la série, au risque d'en refermer quelques-unes, justement là où le final de la série était plus ouvert, mais c'est le gage de toutes les conclusions qui opèrent ce type de choix très tranché, quelque part. Donc je vais pas le lui reprocher, mais finalement c'est aussi un film, je trouve, très important à l'échelle du studio, parce qu'il a une dimension quasiment testamentaire à mon avis, c'est-à-dire que ces feuilles volantes et le crépuscule de la poste, ça nous rappelle aussi la valeur testamentaire de l'art, qu'il s'agisse de l'écriture ou de l'animation, l'enjeu portant d'une part sur la permanence des sentiments qu'on va véhiculer à travers des œuvres qui vont nous survivre, mais aussi sur la perpétuation de savoir-faire qui sont parfois plus menacés qu'on ne le pense. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire à Kyoto Animation, bravo et merci du fond du cœur. Merci pour cette lettre d'amour à Kyoto Animation. On sent que dans l'œuvre générale du studio, il y a également un testament. Ça, tu l'as bien fait ressentir dans sa critique. Cédric et Charlie, vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé ? En n'étant pas un spectateur de la série animée, j'ai pas du tout le même regard que Karel sur pas mal de points, et notamment sur le ressenti du coup. Alors je suis d'accord avec Karel que le début du film met un peu de temps à démarrer. Je trouve que c'est une bonne chose qu'ils reviennent un petit peu sur tout ce qui a pu se passer avec ces flashbacks qui, pour moi, en étant un néophyte, apportent un surplus au niveau de l'émotion, alors que ça a l'air de plutôt la désamorcer chez Karel. Je pense que c'est nécessaire déjà en termes de distribution, simplement pour que le public pour qu'on puisse trouver un public un peu plus large que ceux qui sont habitués à la série. Par contre, j'ai eu quelques difficultés les premières 30 minutes. Moi, c'est plus sur ce que j'identifie sans en être sûr, parce que je suis pas un habitué, comme un peu des clichés du genre qui peuvent être d'abord l'esthétique un petit peu manga fantasy, ou le côté très mélo dans les sentiments, c'est-à-dire qu'il y a un côté très explicatif par moment dans les dialogues sur ce que ressentent les personnages, qui chez moi a eu tendance à désamorcer des belles scènes au niveau de l'émotion. Ça faisait un peu retomber le truc, mais assez vite. En fait, à partir du moment où il y a ce départ, le film décolle pour moi, d'abord parce qu'au niveau de l'esthétique, c'est vraiment magnifique. Disons que l'émotion commence même plus tôt, elle commence au niveau de l'hôpital. Mais bon, je vais pas spoiler. Mais je trouve qu'il y a vraiment un très beau travail artistique et cinématographique. Karel t'a parlé de la profondeur de champ et des focales qui sont bien travaillées. Et puis le découpage, je le trouve extrêmement généreux et précis. Il y a vraiment beaucoup de détails, des plans sur des parties du corps qui apportent un vrai surplus. Et globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment un film plein d'émotions et de sensibilité, même s'il avait eu certaines tendances un petit peu à la surexpression des sentiments. Et toi, Cédric, du coup, tu avais vu la série, également le premier film. Qu'est-ce que tu as pensé de sa seconde itération ? Moi, c'est du très bon pour moi. Je suis pas vraiment d'accord avec beaucoup de points qu'énonce Karel, parce que je pense qu'il y a un contresens dans ce que Karel voit de la série, mais je vais y revenir après. D'abord, effectivement,
Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que visuellement, ça claque tout. Mais c'est Kyoto Animation, ils nous ont déjà habitués à cette qualité-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour autant et que il faut pas l'applaudir, cet effort-là. Ce que je veux juste dire, c'est que ça fait déjà quelques longs métrages et quelques productions séries qui nous montrent qu'ils sont toujours au top du game à ce niveau-là. Et ça passe par, entre autres, je pense, c'est peut-être, je suis pas assez expert en studio d'animation, mais le fait que, comme le studio Ghibli, ils entretiennent leur culture et leur savoir en embauchant les animateurs et le staff en fait, et en faisant une vraie transmission. Par exemple, sans revenir trop dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça, mais dans les différentes victimes qui ont eu lors de l'incendie de Kyoto Animation en été 2019, il y avait par exemple des vétérans comme des gens qui venaient de finir leurs études d'animateurs à Kyoto Animation et qui allaient être embauchés. Donc il y a vraiment, ils ont une école d'animation et voilà, ils transmettent un savoir. C'est pour ça que Violet Evergarden de base résonnait bien comme pas une allégorie, mais en disant qu'il y avait un joli reflet lié à, effectivement, comme dit Karel, ça je lui accorde effectivement la transmission de l'art et même la transmission en général. Donc ça voilà, ça c'est vrai que c'est assez fou. L'intro effectivement est peut-être un peu longuette, mais je trouve qu'elle est pas mal parce qu'elle permet de resserrer certains enjeux, certains personnages qui n'étaient pas ultra primordiaux dans l'intrigue de la série, comme le frère de Gilbert ou ce genre de personnage-là. Donc ça permet quand même de resserrer de nouveau les enjeux sur qui va être vraiment au centre de cette intrigue. Effectivement, Charlie, tu as mis le doigt dessus, c'est un cliché de l'animation japonaise, un peu d'expliciter un peu les sentiments, mais j'ai envie de te dire, je pense que tu as déjà vu des films japonais, et beaucoup de films japonais aussi jouent de manière très extravertie, et s'expriment à travers beaucoup de grandes figures, de grandes mises en scène, de grands mouvements, tu vois, je pense à des Kurosawa. J'ai l'habitude d'un cinéma japonais d'auteur qui est très pudique sur les sentiments et beaucoup de choses se passent dans les non-dits. Du coup, j'étais un peu surpris. En fait, ça dépend, parce que tu prends des Kurosawa, tu vois, par exemple. Effectivement, si tu prends un Ozu ou un Mizoguchi, mais en fait, ça dépend. Même Noa Mikawase, par exemple. Oui, c'est vrai. Je suis pas un expert du cinéma japonais, donc... Disons que c'est une branche. L'animation japonaise, elle a cette branche de dramaturgie qui se rapproche un peu d'un certain type de cinéma ou de théâtralité japonaise. Donc, c'est pas dérangeant quand on y est habitué, mais c'est vrai que quand on est habitué, on va dire, à plus de retenue comme le font certains occidentaux ou certains orientaux, comme tu le disais, ça peut surprendre. Moi, ça m'a pas trop surpris. Je trouve que, mine de rien, il y a 3 intrigues dans le récit, elles s'emboîtent plutôt bien, elles se mélangent plutôt bien, elles ne viennent pas se chevaucher en termes de sentiments, c'est-à-dire qu'elles arrivent quand on en a besoin, et elles viennent pas casser l'élan d'émotion qui t'a pris à un moment ou à un autre dans le récit. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Le petit malade dont on parlait qui est à l'hôpital, on le revoit pas tout le temps, mais quand on le revoit, il arrive au bon moment de ce qu'il faut de l'intrigue. Donc il n'est pas présent il vient pas gâcher le parcours de Violette. Et surtout, pour moi, le final, avec toute l'histoire sur le personnage de Gilbert, elle est on ne peut plus essentiel. Je ne savais pas si ils le feraient revenir lors d'un film, je n'avais pas regardé les bandes annonces. J'ai donc été surpris au début, je me suis dit ah, donc ils vont vers ça. J'étais pas forcément agréablement surpris, mais je me suis dit donc ils vont vers ça. Et plus on avançait, plus je me suis dit mais ils ont raison en fait. Je pense que mine de rien, ils ont raison. Le light novel n'a pas la même intrigue, mais finit sur le même concept que Gilbert et Violette finissent ensemble. Et parce que je pense, et là c'est vraiment ma vision de la série, mais que la série ne parle pas de comment passer son deuil en fait. Je pense que la série elle parle plutôt de qu'est-ce qui fait de nous un humain et comment on se construit en tant qu'humain. Parce que ce que Karel omet de dire en fait, c'est que le personnage de Violette, c'est un enfant soldat qui n'a pas d'émotion au début de la série et qui ne comprend pas ses émotions. Et à travers le format épisodique, où chaque épisode, elle va rencontrer un nouveau protagoniste pour qui elle va écrire des lettres, elle va comprendre certaines émotions, certaines palettes de sentiments, et à la fin de la série, elle comprenait en fait que finalement, elle aimait peut-être Gilbert et qu'elle se l'avouait pas complètement, elle est un peu perdue, et donc du coup, elle dit, voilà, je sais qu'on pense que vous êtes mort, mais moi j'ai envie de croire à votre retour, parce que maintenant que je peux m'exprimer, maintenant que j'ai enfin des sentiments, j'ai envie d'essayer de répondre à cette question, enfin à ces mots que vous m'avez posés. Et le parcours du film ne fait qu'aller dans ce sens-là, et donc n'est pas sur la question en fait vraiment de ah bah j'ai fait mon deuil, finalement non, en fait c'est pas vraiment ça je pense. J'ai pas de deuil parce que le deuil elle ne le fait pas, elle ne l'a pas fait à la fin de la série et quand le film commence elle n'arrive toujours pas à le faire. Karel, tu voulais rebondir dessus ? Pour être plus précis sur la lecture que j'avais de la série, effectivement, j'ai peut-être été un peu trop concis sur la représentation du personnage, mais sur tout ce qui a trait à ses émotions et au fait qu'elle n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, voire ce qu'elle n'arrive pas à ressentir du tout. D'après moi, il y avait cette idée que si elle n'arrive pas à ressentir, c'est parce qu'elle est en permanence réduite à un statut d'outil.
de machine à tuer en fait. Ouais, tout à fait. Par Dietfried. Et justement, c'est parce que Gilbert a besoin d'elle comme d'un outil sur le front, mais il ne veut pas la traiter comme telle, qu'il peut naître autre chose. Mais Violet n'arrive pas à le comprendre. Et voire elle le refuse. Elle dit moi j'ai besoin de vos ordres parce que sans vos ordres je ne peux aller nulle part en fait. Tout à fait. Et justement pour moi, mais il n'y a pas que moi pour le coup, alors sinon on est nombreux à avoir mal compris la série, mais c'est possible aussi. C'est ce qui est possible aussi, c'est vraiment possible pour le coup. Non mais j'ai revu le film une deuxième fois, j'ai revu le dernier épisode, donc c'est encore un peu frais là-dessus. Mais à mon avis, on peut comprendre l'itinéraire de Violet comme étant le regain d'une forme d'intégrité personnelle. La construction de soi là-dessus, physique et psychique, et le fait d'acquérir une autonomie. Le fait qu'à la fin, quand Dietfried lui dit « reste en vie », elle lui répond « j'ai plus d'ordre à recevoir ». Il y a ça à la fin, et du coup, pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de se trouver une autonomie qu'elle n'a pas pu avoir dans l'armée, précisément parce qu'elle se reconstruit et elle avance, en fait. Elle accepte de laisser le passé là où il est. Et le film ne va pas dans cette direction-là. Je te laisse finir, mais ça n'a pas de rapport. Tu mélanges deux trucs. Tu mélanges les sentiments de Violette et son parcours en tant qu'être humain, en fait, ce qui ne sont pas exactement la même chose. Mais tu as raison. En revanche, je suis d'accord avec toi. Mais vas-y, finis ce que tu veux dire. Du coup, le final, moi, ce qui faisait la beauté du final de la série, c'était justement que Violette écrit une lettre à Gilbert, dont elle espère qu'il est en vie et dont elle veut croire qu'il est encore en vie quelque part, mais rien ne nous le prouve. Et justement, à la fin, il y avait cette idée ouverte que elle va faire une mission, et en ouvrant la porte, elle a un air surpris, elle donne son nom, on ne voit pas à qui elle parle, et la série se termine là-dessus. Avec cette idée que ce qu'elle dit à Gilbert peut être compris sous forme de voilà, j'ai un espoir qui me permet d'avancer, mais c'est pas quelque chose de littéral, quoi. Et le film le fait de façon littérale. C'est ça que je veux dire, et c'est là-dessus que, si on a cet horizon d'attente-là, le film peut être déceptif. Oui, mais si tu pars par là, il n'y avait pas besoin d'avoir un film, en fait. Dans le sens que le film n'est pas du tout nécessaire, parce que la série finit sur quelque chose d'allégorique et de très ouvert, alors que c'est pas ce qui est de base pensé dans le récit, en fait. Mais surtout, on parle pas beaucoup, mais le personnage qui est mis en avant, il y a aussi, on n'en parle pas trop, mais il y a les sentiments du personnage de Gilbert aussi, qui refuse, lui aussi, il est bloqué dans un passé, il refuse de retourner vers ça. Donc les deux ont eu des peurs et des doutes, mais justement, le finalé de ce récit, c'est que tu parles du fait qu'elle ne reçoit plus d'ordre, et effectivement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais bien que Charlie nous donne son avis dessus après, parce que lui, pour le coup, il a un regard beaucoup plus abstrait vis-à-vis de la série, mais Violette, c'est au final elle qui donne la leçon au Major Gilbert, et qui lui explique en gros, enfin, elle lui explique pas la vie, mais en gros, elle lui dit c'est pas grave, je ne vous en veux pas, je veux qu'on soit ensemble, en fait, ne me quittez pas. Et ce qu'elle n'aurait jamais pu dire dans la série, en fait, parce que dans la série, elle était clairement pieds et poings liés aux ordres qu'on lui donnait, en fait. Et maintenant, elle reçoit plus vraiment d'ordre en termes d'armée, mais en revanche, les seules personnes dont elle reçoit les ordres encore, c'est le chef de la poste, qui est son patron, en fait. Et elle comprend quand même, en tant qu'adulte, le besoin d'avoir une forme de hiérarchie, parce qu'en plus, c'est son père spirituel et tout ça, mais dans le sens, le parcours émotionnel et le parcours du personnage, il est quand même assez grand, quoi. Ce qu'elle fait dans le film, elle l'aurait jamais fait dans la série. Du coup, Charlie, tu voulais répondre par rapport à cette invective ? Étant extérieur à la série, du coup, je ne me positionne pas forcément de la même manière dans ce débat sur la conclusion. À mon sens, en tant que spectateur néophyte, je vois vraiment ce film comme une très belle parabole sur l'amour en général et sur la possibilité de laisser un héritage. Et je trouve que le personnage de Violet, en fait, il est beau de plusieurs manières. Elle va trouver l'amour en permettant à d'autres d'exprimer en fait ses sentiments. Elle va apprendre elle-même à les exprimer à travers ceux des autres. Et ce que je trouve beau, c'est qu'en fait, elle devient une sorte d'intermédiaire qui permet aux gens de se retrouver et de se dire au revoir. Et c'est aussi un film sur la possibilité de se dire adieu. Ça prend son sens à travers ce personnage de Violet qui se retrouve à devoir faire une sorte de deuil. Mais au final, je trouve que cette réunion à travers Gilbert et cet amour partagé, il permet de conclure le parcours d'une personne qui s'humanise à travers les autres et à travers l'expérimentation des sentiments, et avant de pouvoir finir en fait cette vie comme un passeur en fait d'émotions. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment un beau film.
Sur l'utilisation des lettres et du téléphone, là aussi, je n'ai pas la même vision. Là, je dirais pas que Karel fait un contresens parce que ce qu'il dit est assez pertinent et je pense que ça peut se voir comme ça, mais ma vision à moi est que, pas trop dans la série, plus dans le premier film et dans celui-là surtout, le téléphone, il est vu comme une menace au métier des poupées de souvenirs automatiques, donc des dactylos tout simplement, parce que c'est la fin des lettres. Et le film est très malin, parce qu'en fait, le film, il montre qu'en fait, le téléphone a une vraie utilité, surtout dans on va pas spoiler, mais la scène de l'hôpital est assez puissante émotionnellement à ce niveau-là. Et un des personnages d'ailleurs se permet même de dire finalement cette machine n'a pas que du mal, elle peut avoir du bon. Et je pense que le fait que ça soit la fin des lettres et la fin de l'histoire de Violette en fait fait sens parce que au final, ce que fait Violette, c'est d'être un passeur d'émotions. Comme dit Charlie, il l'a très bien dit, elle est une passeuse d'émotions. Mais à la fin, elle a pris des gens, elle a pris des émotions de tous ceux pour qui elle a écrit. Elle a plus forcément besoin de le faire, elle va continuer à le faire, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Mais en revanche, il est peut-être temps aussi pour l'humanité d'évoluer. Et avant, on écrivait pour les gens parce qu'ils pouvaient pas écrire, parce qu'ils étaient dans l'incapacité de s'exprimer. Et avec le téléphone, il y a une immédiateté, il y a un échange qui devient en fait beaucoup plus fort. Et on voit que les lettres peuvent nous aider à guérir de nos blessures, peuvent nous faire du bien. Mais entendre quelqu'un nous dire les choses en vrai, en tout cas, voix par voix via le téléphone, ça a aussi une autre forme d'apaisement. Peut-être qu'il est temps, dans les récits, pour l'humanité d'aller vers une nouvelle étape. Et c'est pas pour autant qu'on oublie le courrier, mais peut-être qu'il faut arrêter qu'on soit handicapé sentimentalement, il faut qu'enfin on prenne nous-mêmes les décisions de dire clairement aux gens qu'on les aime, de dire clairement aux gens au revoir. Et je trouve que le film, il réussit parfaitement ça à travers les 3 intrigues, et principalement celle de Violette, bien sûr. Eh ben, c'était une conclusion, en tout cas une critique très imagée. Merci beaucoup à vous 3. Je vais laisser un mot de la fin à Karel. C'est quand même un film qu'on a la chance de voir en France au cinéma grâce à Eurozoom, qui nous avait déjà donné le premier film Violet Evergarden, mais aussi un autre film de Kyoto Animation que j'aime très très fort, Lise et l'oiseau bleu. Voilà, je l'ai placé. Ah, le fameux. Grâce à eux, on avait eu Lupin the First cette année. On va avoir Angaku Rock bientôt. On va voir Angaku, notre rock, exactement, très bientôt. C'est un distributeur qui se donne la peine d'aller chercher des films d'animation japonaise pas forcément évidents et qui se décarcasse énormément pour trouver des auteurs et trouver des films qui méritent d'être vus au cinéma, je le répète. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez l'occasion et si le gouvernement nous y autorise, parce que à l'heure actuelle, en l'état, au moment où on enregistre, on ne sait pas ce qui sera décidé. Mais si c'est possible, n'hésitez surtout pas à aller le voir au cinéma, vous allez vraiment passer un bon moment. Et même, techniquement, ça se justifie, quoi. Sinon, au pire des cas, si vraiment vous pouvez pas acheter les Blu-ray, parce que c'est quand même Eurozoom qui est dans la distribution de ces Blu-ray-là, et vous les aidez en achetant les Blu-ray, en fait. Ouais, et puis surtout, c'est des belles éditions. Et c'est des belles éditions, souvent, effectivement. Ils font très souvent de très belles éditions. Surtout Violet Evergarden, le premier film a une très belle édition. Et je ne serais pas étonné que le deuxième en ait une aussi. Toujours est-il que si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, faites-le, parce que l'animation japonaise est assez rare dans les salles obscures, donc surtout quand des distributeurs peuvent le permettre, faites-le, quoi. C'est vraiment important pour l'industrie de manière générale. Merci à tous, merci Karel, merci Charlie et merci Cédric pour cette critique. On se retrouve pour une prochaine critique, pour confiné ou pas, on verra en fonction de ce qui sera possible par la suite. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Hyperlink sur notre Twitter, mais également vous rendre sur notre Discord afin de pouvoir discuter de cette critique ou de n'importe quel autre film d'animation d'ailleurs. Également sur notre chaîne YouTube, là où sera postée cette critique, et sur notre chaîne Twitch, où on essaie d'animer le plus possible. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine critique, et à la prochaine. Ciao à plus tout le monde.